Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence pour ce nouveau webinaire Top Management. Aujourd'hui, le webinaire doit répondre à cette très bonne question. Smart City, quelles opportunités pour les citoyens et les entreprises? Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir M. Abdelaziz Joudar, président de Data Value Consulting, ainsi que M. Alexandre Missoff, directeur général Paris-Île-de-France, capitale économique. Et nous avons aussi la chance d'avoir M. Robin Rivaton, économiste, essayiste, et dont le dernier essai, et c'est tout un programme, porte le titre de « Souriez, vous êtes filmé », le livre qui vous fera aimer la surveillance. On a hâte, on est impatient de commencer à aborder ce thème. Alors, peut-être que je débuterai avec Alexandre. Alexandre, Smart City, quelles opportunités pour les citoyens et les entreprises pour un architecte tel que vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Votre micro, Alexandre. Pardon, donc, pardon, j'étais déstabilisé par votre terme d'architecte. Mon objet à moi, c'est celui du Grand Paris. L'objet du Grand Paris, c'est comment est-ce qu'on construit une métropole plus attractive et plus agréable à vivre, ou plutôt même plus attractive parce que plus agréable à vivre, parce qu'on n'est pas attractif pour les autres si on n'est pas pour soi-même et si on n'arrive pas à avoir les arguments pour retenir sa propre population et pour offrir un cadre de vie agréable aux habitants. Là-dessus, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent dans la construction de ce Grand Paris, qui sont connus, qui sont les réseaux de transport, les projets d'aménagement, les infrastructures, les équipements qui sont nécessaires, et quelle est la part que la data et la technologie vient remplir dans cette équation-là. En quoi est-ce que la tech et la data peuvent nous aider à construire ces environnements urbains qui vont être à la fois plus respectueux de l'environnement et qui vont garantir des équilibres, ou en tout cas encourager autant que possible des équilibres sociaux, et économiques, sociétaux les plus larges possibles. Si la technologie n'est pas à même d'apporter une réponse claire sur en quoi est-ce qu'elle représente un atout là-dessus, elle risque d'être perçue comme un gadget et pas comme une solution. Et donc, c'est là-dessus qu'on a, dans le rayonnement du Grand Paris et dans la manière dont on le porte et dans la manière dont on l'exporte à l'international, un véritable défi à relever qui peut être distingué sur deux parties de la construction de la ville. La première qui serait celui des infrastructures. En quoi est-ce que la data aujourd'hui nous permet de construire mieux, ou de construire moins cher, ou de construire plus vite? On a prolongé la ligne 14 au nord, l'ouverture s'est faite assez récemment. Est-ce que le système et les moyens de fabrication de cette ligne ont été radicalement différents de ceux qu'ils avaient été dans les années 80 et 90 quand on a fait le premier tronçon de Météor? Est-ce qu'on a un ratio de coût au kilomètre plus faible, ou est-ce qu'on a un service qui est meilleur, ou est-ce qu'on a une prise en compte de l'environnement dans le chantier qui est meilleure? Sur la construction, mais Robin Rivaton en parlera infiniment mieux et de manière plus profonde que je ne pourrais le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, si on construisait l'Empire State Building à Paris, on le ferait, ou à New York d'ailleurs, peu importe, est-ce qu'on le ferait plus vite, mieux ou moins cher qu'on ne l'a fait il y a un siècle? Je ne suis pas certain de la réponse. Et est-ce que le BIM et toutes les technologies qui sont arrivées dans la construction ont permis de faire baisser l'indice du coût de la construction? C'est ça l'enjeu. Donc il y a un enjeu premier sur le hardware de la ville. En quoi est-ce que la data et en quoi est-ce que la tech permet d'améliorer la construction du hardware? Et puis sur le software, après à l'usage de la ville. Et alors là, on a beaucoup plus d'exemples qui viennent en tête un peu spontanément. Des applications de transport, la multimodalité. Dans un des sujets qui va nous faire aimer la surveillance, moi j'avais eu un exemple que j'avais expérimenté il y a quelques années sur une technologie qui permettait d'identifier si quelqu'un rentrait dans un établissement recevant du public avec un colis et qui se séparait de son colis
pendant quelques instants, il clignotait en rouge sur des systèmes de surveillance qui permettaient à la société qui développait ça de dire que le métro qui s'arrête pour ce qui est un colis abandonné sur un quai, d'ici 2 ou 3 ans, ça n'existera plus. Alors là, du coup, en tant que citoyen usager du métro, si on peut, si on peut faire de ce type d'expérience de l'histoire ancienne, évidemment, c'est intéressant. Donc voilà, c'est un peu ça les sujets. Nous, on va être intéressés en tant qu'utilisateurs, en tant que citoyens du Grand Paris, à comment est-ce que la tech et la data vont nous aider à construire le Grand Paris. Et puis évidemment, dans les échanges entre les grandes métropoles du monde, la France a une vitrine très importante pour le rayonnement de ses savoir-faire en matière de ville durable. Et ça représente énormément d'entreprises et des entreprises de premier plan mondial dans ce domaine-là. On ne peut pas dire que la France fait des villes parce qu'on est le pays de Jules Verne, d'Eiffel et de la bonne nourriture. Il faut qu'on intègre absolument l'équation de la technologie dans la manière de construire des villes, y compris d'ailleurs dans la manière de gérer les aspects sanitaires qui peuvent impacter aujourd'hui l'attractivité des métropoles. Et donc, il faut qu'on ait un message là-dessus. Donc, c'est à ce titre-là, moi, en tant que chargé de structure qui s'occupe du rayonnement du Grand Paris, que je vais être particulièrement intéressé par nos échanges avec Abdelaziz et avec Robin sur la contribution que la data et la tech peuvent apporter à la construction de ces métropoles. Merci Alexandre. Robin, justement, vous qui êtes un investisseur, un essayiste français spécialisé sur les sujets de la Smart City, de l'immobilier et des nouvelles technologies, on en parle beaucoup de la Smart City, mais quel est votre regard sur les évolutions technologiques, Robin, sur nos territoires ? Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre invitation. Effectivement, le terme de Smart City est un terme qui a vraiment colonisé le débat ces dernières années, sans qu'on ait vraiment une définition exacte de ce qu'il recouvre. Aujourd'hui, la Smart City s'incarne principalement dans la modernisation des réseaux, que ce soit des réseaux de transport de personnes, des réseaux de transport de colis ou de flux, que ce soit des réseaux d'électricité, de data, d'eau, enfin bref, on peut imaginer tous les de déchets, imaginer tous les intrants et les sortants qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une ville. Et c'est vraiment toute la gestion de ces réseaux qui est définie par le vocable de Smart City. Je dirais que nous, notamment dans notre fonds, on l'a élargi à tout un ensemble de services qui gravitent autour de ces gros réseaux et de ces gros utilities. On y a ajouté également des services qui ne sont pas liés directement aux autorités locales ou aux municipalités, mais également à des opérateurs privés, tels que la livraison du dernier kilomètre, tels que la mobilité électrique, la micromobilité, qui sont aujourd'hui ne sont pas opérés par des gros opérateurs, mais sont opérés plutôt par des jeunes entreprises. Évidemment, tout cela, une fois que ces jeunes entreprises ont un peu défini ou poussé les murs du concept de Smart City, il y a une régulation qui s'opère dans un second temps, et on l'a vu récemment sur des appels à projets tels que la micromobilité au sein de la ville de Paris, avec un concours pour retenir seulement 3 opérateurs l'année dernière sur cette fourniture de services de micromobilité par trottinette électrique. Donc on voit qu'on a 2 définitions. Une première définition extrêmement quelque part proche de l'optimisation des réseaux, dont la clientèle va essentiellement être les autorités locales. Les opérateurs vont essentiellement être les très gros opérateurs de flux et de réseaux qu'on connaît et pour lesquels la France a la chance de compter un très grand nombre de leaders mondiaux. Et de l'autre côté, on a une définition plus souple, qui est une définition plutôt de jeunes entreprises, en tout cas d'entreprises innovantes, qui vont proposer un ensemble de services qui vont transformer la façon de vivre en ville. Je citais la mobilité électrique ou la mobilité la livraison du dernier kilomètre. Je pourrais y ajouter des phénomènes comme le co-living. Donc l'idée de se dire qu'on va partager un certain nombre de bâtiments avec des usages communs et qui permet de lutter contre ce qui est sans doute le plus grand mal de la vie en ville aujourd'hui, qui est celui de
de la solitude. Et je fais un micro aparté ou une inclusion au sein de cette définition de Smart City. Il y a eu depuis quelques années, dans la logique de régulation des flux, une volonté de régulation des flux de personnes, et c'est passé par le déploiement d'un certain nombre de solutions de vidéosurveillance notamment, alors avec les cadres réglementaires qui varient selon les pays et les continents, ça n'aura échappé à personne, mais il y a cette volonté aussi de contrôler ou de mesurer les flux de personnes, et dans cette définition-là, on peut incorporer une variante de la Smart City, ou en tout cas une de ses sous-composantes, qu'on appelle la Safe City, donc la ville sûre, avec un ensemble de technologies de captation de la donnée et principalement de captation de l'image et de traitement algorithmique qui permettent derrière de faire des cas d'usage tels que celui qu'Alexandre a précisé à l'instant, c'est-à-dire repérer le détenteur d'un bagage abandonné, ou repérer plus récemment, tel que les propositions ont été faites par 2 présidents de région qui ont gagné leur région hier, que ce soit Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, qui est de proposer la vidéosurveillance temps réel dans les transports pour un certain nombre de personnes, que ce soit des personnes fugitifs de prison, que ce soit des mineurs isolés, que ce soit des personnes fichées S. Et donc, ces cas d'usage-là, évidemment, sont des cas d'usage qui dérivent de cette grappe de la Smart City et se trouvent dans la Safe City. Robin, c'est très intéressant, et d'ailleurs, je reconnais que je suis impatient de vous voir développer ce que vous dites dans votre essai, et j'y reviendrai parce que vous avez un point de vue qui est, pour moi, très original, et je dois te dire que je partage, mais je vous laisserai l'évoquer tout à l'heure. Abdelaziz, je pense à vous aujourd'hui. Vous êtes le dirigeant d'une entreprise qui valorise la data, très bien, mais en quoi cette valorisation de la data peut être un bien pour les collectivités territoriales, locales, pour les villes? Le son, Abdelaziz. Excusez-moi. Merci Laurent de me donner l'occasion d'échanger sur ce sujet passionnant. Donc la data est effectivement, je dirais, la matière première de toute initiative. Et aujourd'hui, les cas d'usage, comme certains ont été évoqués à l'instant par Robin et Alexandre, sont assez nombreux. Donc, il y a 5-6 ans, la mode, c'était les compteurs Linky, puis on est passé aux maisons connectées qui mesurent énormément de choses, la luminosité, la température, régulent leur consommation. Et puis, ces maisons connectées sont elles-mêmes connectées à des réseaux beaucoup plus puissants, ce qu'on appelle les smart grids ou les réseaux intelligents, qui, en fonction de la consommation de plein de paramètres, régule la production, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, l'électricité n'est plus emmagasinée, et donc on doit produire, si on est dans une optique d'économie, de sobriété, ce qu'on consomme et pas plus. Et puis, le réseau électrique peut être interconnecté à plein d'autres dispositifs dans la ville, et c'est ce qui fait, je dirais, l'importance, parce que les cas d'usage, une utilisation, une fonction dans une ville apporte plus de valeur ajoutée quand elle est étendue à d'autres réseaux. Et justement, la donnée, aujourd'hui, joue en tout cas ce rôle. Ce rôle, pourquoi? Parce qu'un système d'information d'une ville, je dirais smart ou intelligente, c'est un système d'information qui va collecter de la donnée partout, qui va utiliser les réseaux, la 5G entre autres, et qui va, l'intelligence même d'un système data performance, c'est le croisement et la corrélation des données. Ce qui arrive du volet électrique, de la fluidité et de la circulation routière, etc., doivent se parler pour pouvoir apporter de la valeur. Et puis on a en bout de chaîne, évidemment, les algorithmes et l'intelligence artificielle qui apportent tout le système d'aide à la décision ou le système d'aiguillage et d'arbitrage qui permet
aux collectivités d'avancer et de progresser. Donc voilà comment un système peut se rendre performant. Bien sûr, les conditions de réussite de ce système pour les collectivités locales sont assez nombreuses et là, je ne veux pas aller sur probablement ce qui va arriver dans la suite de l'échange, mais aujourd'hui, c'est la gouvernance de cette data à l'échelle des collectivités, à l'échelle de la nation, qui va apporter le plus, tout en éliminant les sujets anxiogènes, la donnée personnelle, etc., sur lesquels on va peut-être revenir dans la suite de l'échange. Absolument. D'ailleurs, Alexandre, avant que Robin exprime son point de vue, un point de vue au niveau de l'Agora, au niveau de la politique publique, Alexandre, comment vous, pour le Grand Paris, vous avez considéré les enjeux liés à la data? Comment vous avez, lorsque vous pensez investissement, quelle est la place de la data? Et pouviez-vous déjà l'envisager avant? Ça va tellement vite. Oui, ça va vite, mais je dirais que, notamment grâce à quelques vigies qui sont sur le sujet depuis quelques temps, il y a des choses qu'on voit poindre depuis un moment. Je rejoins tout à fait Robin sur la Safe City comme une espèce de prolongement de la Smart. Je profite pour lui céder les droits d'une formule qu'on avait trouvée il y a quelques années en disant Safe is the new Smart. Aujourd'hui, les gens sont passés d'une première étape vers lesquelles peut-être on leur a trop vendu la technologie comme étant la panacée universelle qui allait résoudre tous les problèmes. Il y a une difficulté, pas de problème, il y a une application. Ça a déclenché un phénomène peut-être de crispation. Il y a eu des mouvements comme celui, je cherche à Toronto, comment ça s'appelle, le Sidewalk Lab, qui ont donné le sentiment que c'était sur la surveillance généralisée et dans tous les domaines de la vie des gens que c'était le prix à payer pour avoir cette sécurité, cette performance dans la ville. Et ça a, à mon sens, engendré un phénomène un peu de crispation. Maintenant, on est passé au-delà de ça. On voit qu'il ne s'agit pas totalement de cette dimension-là. Et au contraire, on arrive dans une situation où la maturité de la technologie, des processus, de la législation, dont Abdelaziz rappelait l'importance de la gouvernance aussi des données, font qu'il y a des applications très pratiques et concrètes qui permettent aux gens de voir les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Donc à ce moment-là, évidemment, ça rend le phénomène beaucoup plus agréable. Smart, à la base, c'est avec considérablement de digital dans le process. Et donc, je pense que c'est vraiment cette attente-là qu'il faut combler du côté des citoyens comme du côté des investisseurs. C'est dire, voilà, c'est pas la tech pour la tech dans une fascination pour j'arrive dans mon immeuble et l'ascenseur me dit bonjour Alexandre. Ça, on s'en fiche, quoi. Mon micro-ondes qui me dit bonsoir, votre dîner sera prêt dans 3 minutes. Je m'en fiche aussi. Mais c'est de montrer en quoi est-ce que la tech va nous permettre de construire des environnements meilleurs, et meilleurs en termes de sécurité, mais sécurité au sens pas seulement sûreté-sécurité, je veux dire, incident et incivilité, mais au sens sécurité environnementale, au sens sécurité sanitaire, au sens sécurité face aux risques climatiques ou naturels. À force d'annoncer la crue centenale, elle viendra un jour. Peut-être elle sera bicentenale, mais enfin, elle finira par arriver à ce moment-là. On verra en quoi est-ce que la data et les progrès technologiques ont permis de gérer ce type de situation, ou est-ce que la formule qu'avait utilisée le président de la République à propos des mesures pour le Covid n'était pas complètement fausse quand il a dit confinement, c'est un truc moyenâgeux, c'est vrai, c'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, avec des ordinateurs quantiques et une puissance de calcul phénoménale, finalement, on a été un peu pris de court pour savoir comment le traiter en dehors des méthodes qu'on utilisait il y a un bon millénaire. Donc, on a été pris de court. Ceci dit, la technologie a aussi permis d'apporter des réponses, et je trouve avec une agilité des acteurs qui est parfois insuffisamment perçue. Mais quand vous pensez que le confinement a été annoncé le dimanche,
et que le lundi, la RATP avait réorganisé les flux dans les stations, avait équipé les bus. Aujourd'hui, vous avez dans un certain nombre de lignes de bus, je crois, sur Saclay, enfin dans le 78, des boutons en hologramme qui permettent de demander l'arrêt du bus sans avoir ce qu'on touche tous avec le doigt, le même truc, et qui du coup limite évidemment les risques de contamination. Il y a eu une accélération technologique qui est sans doute difficile à percevoir sur le moment même. Quand on a fait le programme Apollo, quand on a fait l'opération Overlord dans deux domaines très différents, l'injection massive d'argent public et le sentiment de l'urgence ont amené les acteurs économiques et le monde de la recherche à accélérer de manière phénoménale les développements et les applications des produits qui étaient derrière. Donc, c'est des choses qu'on ne mesure pas forcément sur l'instant T, mais je suis persuadé que la période qu'on vient de vivre va se révéler dans 3-4 ans, quand on aura le recul nécessaire, comme un moment d'accélération considérable de ce que les services de la tech peuvent apporter à des environnements plus apaisants et plus apaisés dans la ville. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de mettre en avant et d'avoir toujours comme préoccupation dans la manière dont on construit le discours du Grand Paris à l'international. Abdelaziz, vous le sentez, cette accélération de la technologie? Et est-ce que vous ressentez les effets lorsque notre Premier ministre, Jean Castex, place au centre de la politique publique la data? Est-ce que vous, en tant qu'acteur majeur, vous le percevez? Laurent, désolé, j'ai démarré toujours avec un micro coupé. Donc oui, effectivement, je fais un peu de pub pour Data Value Consulting, donc 40% pratiquement de notre chiffre d'affaires est fait avec le public. Et donc on accompagne beaucoup de collectivités, de communes, etc., dans la mise en œuvre de leur projet Smart Cities. Et depuis pratiquement 2 ans, on a assisté à une vraie accélération, en tout cas, des cas d'usage sur toutes les communes, je dirais, supérieures à 250-300 000 habitants. Aujourd'hui, il y a une vraie accélération, une vraie prise de conscience par les élus de la dimension, je dirais, optimisation, performance de tout ce qui est public. Et puis, comme l'a rappelé Alexandre, le Covid a accéléré beaucoup de choses. Nous, ce qu'on a vu, ça concerne essentiellement la fracture numérique. La fracture numérique avec le Covid, le télétravail, l'enseignement à distance, etc. On a, hélas, constaté que certaines populations n'avaient pas, en tout cas, les prérequis pour pouvoir continuer à fonctionner. Et c'est ce que beaucoup de communes ont essayé de régler dans les premiers mois du confinement. Mais de manière générale, on a énormément de choses, et avant même la circulaire du Premier ministre, on a énormément de choses qui se font un peu partout. Je ne parle pas que de la France, mais on a été contacté par d'autres communes, et notamment à l'étranger, pour pouvoir participer à des appels d'offres où la dimension Smart Cities est fortement présente. Merci Abdelaziz. Donc, pour revenir au sujet, une opportunité, éventuellement des questions. Robin, toutes ces datas disponibles, qui doit les utiliser? Est-ce qu'on doit les réguler? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, déjà, il y a plusieurs. La donnée, c'est un bloc assez monolithique. Il y a différents types de données. Et après, le sujet, la question des données, c'est effectivement de savoir qui peut les collecter, qui peut les stocker, pour quelle durée, pour quel cas d'usage, et après, quelles conséquences on en tire. C'est ça, aujourd'hui, le principal point de gouvernance, et c'est là où j'ai essayé d'apporter une vue un peu différente du discours qu'on pouvait traditionnellement entendre dans ce livre, en disant que aujourd'hui, on doit être capable de comprendre qu'il y a une différence entre la collecte de la donnée et la gouvernance de la donnée, et notamment les cas d'usage qu'il peut y avoir ensuite à partir de la donnée. Et qu'avoir une position maximaliste qui dirait que la collecte même de la donnée est un acte de restriction des libertés fondamentales me semble une position qui, à terme, nous condamne,
tout simplement parce que nous sommes dans une époque de collecte exponentielle de la donnée et que cette collecte qui autrefois a été très largement réservée aux acteurs publics et ou privés de grande taille va devenir de plus en plus possible à l'échelle des petites structures ou des citoyens. Et donc, je prends l'exemple notamment de la vidéosurveillance et de sa généralisation dans l'espace public, qui pour moi va faire tomber la notion même de confidentialité dans l'espace public, avec une diffusion extrêmement forte d'appareils de captation vidéo qui sont nos smartphones, mais pas que. Je pense aussi aux dashcams qu'on installe sur l'avant de nos voitures. Je pense aux interphones, visiophones qu'on installe sur le fronton de nos maisons. Tous ces appareils créent un réseau de captation de l'information et de l'image, données qui peuvent être traitées de manière très très simple par des algorithmes de différentes natures, mais je parle beaucoup des algorithmes de reconnaissance faciale qui sont aujourd'hui disponibles en libre accès sur Internet. Il faut savoir que la moitié des personnes qui ont envahi le Capitole au début du mois de janvier ont été repérées par d'autres internautes, tout simplement parce qu'ils ont utilisé des captures d'images qui avaient été faites par les caméras de surveillance et qu'ils les ont passées à un certain nombre de logiciels de reconnaissance d'images open source qui existent sur Internet et qui ont permis de repérer, d'identifier un certain nombre de suspects potentiels liés à l'envahissement et qu'ils ont envoyé ces données ensuite au FBI. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une ère où la captation de la donnée va se démocratiser quelque part, ou en tout cas devient quelque chose d'extrêmement facile. Ça crée un phénomène extrêmement fort de production de récits concurrents à celui de l'État ou à celui des autorités traditionnellement investies d'un pouvoir légitime. Donc désormais, tout le monde est en capacité de pouvoir contester ce récit. Donc il est extrêmement important que les autorités dites légitimes puissent documenter leur propre version du récit. C'est ce qui nous amène par exemple aux caméras corporelles chez les policiers. Et de l'autre côté, la collecte de cette donnée et son traitement efficace est une condition sine qua non d'efficacité d'un certain nombre de politiques publiques et par là même de légitimité de l'État. Et donc la réponse qui est parfois on entend en disant que si aujourd'hui on donne trop de pouvoir à un État tout simplement parce que il va être en mesure de confier les données et qu'à terme, c'est un risque si l'État tombe entre de mauvaises mains. Moi, je retourne la formule et je dis que si l'État, justement, n'est pas efficace, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit moins légitime et que donc, il tombe entre de mauvaises mains que si on lui donne aujourd'hui des outils pour être en mesure de mener des politiques publiques efficaces. Et quand je dis l'État, ce n'est pas un État au sens de la définition publique française, État central versus État local, c'est l'État au sens de tous les opérateurs partie prenante, pardon, que ce soit des autorités locales, que ce soit des SEM, que ce soit enfin tous les gens qu'on peut imaginer. Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je l'ai dit, j'ai un parti pris. Je trouve la vision de Romain ultra pertinente. Ultra pertinente parce qu'au fond, effectivement, si ce n'est pas l'État qui régule, qui va le faire et dans quelles conditions? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alexandre, dans le cadre de vos fonctions? Qu'est-ce que vous voyez poindre? Non, alors, d'abord, je reviens sur la définition qui me semble importante de souligner de Romain. Et tu me dis, si je trahis ta pensée, ta formulation, il ne faut pas entendre l'État comme Paris par rapport à d'autres structures, il faut l'entendre comme la puissance publique légitime et élue au sens, même si avec une ascension importante, comme on l'a vu récemment, au sens général, donc quel que soit le degré de collectivité. Il y a la question aussi de savoir l'usage qui en a fait derrière. On observe quand même, mais ce n'est pas propre au secteur de la data, une difficulté qui est liée au fait qu'on est passé, et ça répond un peu à la question, enfin, ça y répond, ça la traite en tout cas à la question que nous a adressée sur le chat Cyril Ferré. Le fait d'être informé n'est pas en soi une garantie de la bonne utilisation, de la bonne démocratie des choses. Quand on reçoit sur tel ou tel moteur de recherche ou telle application de messagerie
Tout est ici pour considérer que vous avez lu et pris en compte l'ensemble des données. Tout le monde, je crois, clique sur j'ai lu et j'accepte les CGI sans jamais les avoir parcourus. Donc, ce n'est pas la question du nombre d'informations qu'on transmet et de la bonne information de l'utilisateur final qui garantissent sa transparence. Il y a un critère de comment est-ce que la puissance publique, pour reprendre ce terme plus générique, peut contrôler derrière les bons usages et est-ce qu'elle se donne les moyens de sanctionner. Et à ce titre-là, je trouve qu'à la fois aux États-Unis comme en Europe, on est peut-être passé à la fin de l'ère de la naïveté vis-à-vis de quelques acteurs où on voit que la puissance publique est prête à sanctionner des dérives dans les usages. Et puis un autre point qui va être celui de l'efficacité. On reprend, et c'est le cas que soulignait Robin Rivaton, si on reprend l'exemple le plus frappant qui est celui de l'utilisation des réseaux en mode doux, on est passé d'un schéma où les transports c'était assez facile, il y avait les bus et les métros et les deux étaient faits par la RATP. On est arrivé dans un schéma où il y a des trottinettes, où il y a des gyropodes, où il y a des vélos, où il y a des petites lignes de bus transverses, et avec une question de la multimodalité qui aujourd'hui est encore à son balbutiement, mais qui va être le gros game changer dans les 5 années qui viennent, où on va faire prendre son vélo pour aller jusqu'à telle station de métro et ensuite venir, etc. Là, la question se pose du côté de la puissance publique, en l'occurrence l'opérateur qui est tenu par la région francilienne, puis c'est celle qui m'intéresse en la circonstance, c'est est-ce qu'on a un intérêt à avoir un monopole sur la data qu'on met ensuite à disposition de l'ensemble des utilisateurs pour ne pas se retrouver avec des utilisateurs qui ont 23 applications différentes, manque de performance, des opérateurs qui ne voudront pas leur donner leur data parce qu'on se dit pourquoi est-ce que là, il m'aurait envie de donner ces informations à la RATP et inversement, pourquoi est-ce que la RATP aura envie de les donner à de potentiels concurrents pour prendre des cas comme cela. Donc, il y a un enjeu de la puissance publique d'abord à garantir, mais plutôt que de le faire par la bonne information, à sanctionner derrière, à mon sens, les mauvais usages. Et comment est-ce qu'on organise et qu'on régule ça? En effet, il y a des phénomènes de concentration plus ou moins spontanés qui sont mis en place parmi les acteurs, mais il ne faudrait pas qu'on en arrive à une situation de quasi-monopole où celui qui a les cartes et qui a la capacité à gérer les flux et aussi le monopole sur les informations qui met dedans. Et il y a eu par le passé, on a tous fait l'expérience, des logiciels de transport qui disaient avec telle compagnie de taxi, vous mettrez 10 minutes pour aller d'un point A à un point B, avec telle autre compagnie, vous mettrez 13 minutes. Personne d'entre nous n'est capable de voir pourquoi telle compagnie mettrait plus longtemps que d'autres, sinon qu'il y en a une qui est partenaire de l'application. Donc, il y a quand même un niveau de transparence de l'information et de garantie de la crédibilité de l'information sur laquelle l'utilisateur va fonder son choix qui est importante et sur lequel il me semble que c'est quand même à l'autorité organisatrice, en ce qui concerne les transports, ou à la puissance publique de les organiser. Alors, Alexandre, je rebondis sur votre point et je vais vous interroger, Abdelaziz, sur ce point précis que Robin Rivaton, dans son essai, Souriez, vous êtes filmé, a très bien précisé. Est-ce qu'il ne faut pas une petite réduction minime d'une certaine forme de liberté pour un gain bien plus important que procure justement une utilisation intelligente de ces datas, et ça a été exprimé notamment à travers la lutte contre le Covid qui a été fait par les États en Asie. Robin l'expliquera mieux que moi, mais Abdelaziz, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes acteur de ça? Excusez-moi, on travaille avec beaucoup de grosses entreprises qu'on accompagne un peu partout sur la mise en œuvre de stratégies data. Et ce que nous observons à l'échelle de ces grandes entreprises, c'est l'importance des opérations de conduite du changement ou d'acculturation, en tout cas, des salariés avec le cas d'usage. Et c'est ce qu'on doit, à mon avis, faire dans le public. C'est prendre le temps d'expliquer les choses parce que même les communes qui aujourd'hui sont à la pointe, excepté évidemment les Singapour et autres, ne prennent pas assez de temps en amont de la généralisation du cas d'usage pour expliquer à la population les apports, les avantages, moyennant évidemment
la mise à disposition de leurs données personnelles. Et puis, on voit aussi apparaître beaucoup d'initiatives dans beaucoup de villes européennes, et notamment les pays du Nord, c'est le concept de self-data. Le concept de self-data, donc je dirais l'opérateur public prend à sa charge la mise à disposition d'une plateforme de gestion, d'administration des données personnelles avec évidemment toute la population qui souhaite adhérer au projet. Et puis, c'est je dirais, le citoyen lui-même qui administre ces données, les supprime quand il voit des dérives, qui peut aussi moduler le détail des informations personnelles qu'il met à la disposition de la collectivité. Et ces initiatives, je dirais, arrivent à apaiser un peu le climat anxiogène autour des données personnelles. Mais en tout cas, pour moi, si je dois un peu synthétiser l'intervention, c'est essentiellement une conduite du changement qui doit être faite auprès du public pour pouvoir présenter les avantages, insister sur, je dirais, l'apport de valeur que peut générer une mise à disposition de données personnelles. Bien sûr, il faut pseudonymiser, il faut anonymiser un certain nombre de choses pour qu'on n'aille pas sur des dérives, et notamment quand il s'agit de données de santé, parce que c'est ce qui fait peur en France essentiellement, c'est la donnée de santé, la donnée personnelle. On arrive des fois à s'en accommoder, mais et je pense que la certification HDS qui vient en complément de ce que le Premier ministre a annoncé va aussi apaiser le climat et l'ambiance en France pour pouvoir en tout cas avancer sur des cas d'usage qui peuvent être apporteurs de valeur. Mais je rebondis du coup pour briser le fil. Laurent a bien préparé son truc et je viens de lui casser son élément. Dans votre question, Laurent, vous avez demandé à Abdelaziz, est-ce qu'il ne faut pas accepter de renoncer à une part de liberté pour avoir un meilleur service? Je ne suis pas certain que ça se pose en ces termes-là. Moi, les services que j'attends de ce que Robin peut concevoir, de ce que Abdelaziz peut produire, ce pas des services qui vont me demander de renoncer à une part de liberté. Je reprends sur ma distinction entre la construction et l'autre, et le software, et l'utilisation de la ville. Si on me dit, voilà comment est-ce que la data peut permettre de concevoir des bâtiments par le BIM et ensuite de les concevoir hors site de manière à limiter, je n'ai pas l'impression de renoncer à la moindre part de liberté. Si on me dit de manière anonymisée, on repère une silhouette et on repère un paquet, et si le type qui est arrivé avec un paquet dans l'aérogare, il s'éloigne de son paquet de 5 mètres, il va prendre un café, ça clignote en orange, s'il se barre en courant de l'aérogare, ça se clignote en rouge, je n'ai pas l'impression de renoncer à une part de liberté. Donc je ne suis pas certain qu'il faille, et c'était un peu la tendance, mais il faut peut-être justement la combattre, de dire, c'est pas ce qu'on peut rendre, n'est pas la rançon d'un abandon de liberté ou d'une déshumanisation d'une société qui va vers le très bel essai de Bernano sur la France gouvernée par les robots. C'était plus dans le phénomène de non-réflexion des êtres humains que, au contraire, réfléchir à ce que la tech apporte. Et le moment où on renonce à quelque chose d'essentiel, c'est le moment où on arrête de questionner la tech. Mais tant qu'on la questionne pour voir qu'est-ce qu'elle peut nous apporter et comment on peut l'utiliser au mieux et quelles en sont les implications, chaque avancée technologique n'est pas faite forcément au détriment d'une part de liberté. Me semble-t-il, mais Abdelaziz est d'accord. Robin, j'aurais souhaité entendre plus de propos allant contre votre vision, mais là, ce matin, c'est quand même assez favorable à ce qui est décrit par vous dans votre essai, je trouve. Oui, c'est aussi un des paradoxes que j'ai tenté de mettre en évidence dans ce livre, c'est que le débat public sur ces sujets est très souvent confisqué par des personnes militantes qui ont des revendications ou qui ont une crainte. Encore une fois, elle peut être très légitimement fondée de la propriété de leurs données personnelles.
et ce sont souvent eux qui tiennent le débat public. La réalité est que si on interroge et les citoyens sur des cas d'usage précis et les politiques locaux, eux, aujourd'hui, sont plutôt favorables à des déploiements de ces technologies-là. Encore une fois, avec cette distinction extrêmement importante de ce qui est le déploiement de la technologie, la collecte de la donnée et sa gouvernance derrière. Vous pouvez collecter la même donnée et de ce système-là sortir un système autocratique et de l'autre côté sortir un système démocratique. Et le gros sujet pour moi est vraiment de dire qu'on peut distinguer les deux. Et quand on interroge effectivement les citoyens sur l'usage de la vidéosurveillance, vous avez des taux d'approbation qui se situent unanimement et très constamment dans le temps, entre 75 et 80% de citoyens qui sont favorables. Vous avez aujourd'hui un déploiement de ces solutions-là dans toutes les mairies de toutes les couleurs politiques du pays. Sur les données, effectivement, les données de santé qui sont un peu le sujet sur lequel il y a une réticence naturelle. Quand on explique les cas d'usage et qu'on ne laisse pas dans le flou, dans le vague, en disant, voilà, on va faire une application, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, on voit bien que là aussi, on récolte quand même une approbation de la majorité de la population pour des cas d'usage qui permettent quelque part de faire l'exercice que j'évoquais tout à l'heure d'efficacité. C'est-à-dire que si vous êtes incapable de faire un dispositif de type testé, tracé, isolé, comme l'ont mis en place les pays asiatiques, vous passez par le confinement généralisé de tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas malades, pas porteurs, et ainsi de suite. Et donc, vous faites un empiètement sur les libertés collectives qui est bien supérieur, puisque vous allez toucher à la liberté d'aller et venir, à la liberté de commerce, à la liberté de travailler, à un certain nombre de libertés, au motif de préserver la confidentialité des données personnelles, qui est une liberté importante, sans aucun doute, mais que dans l'échelle, ou en tout cas la pyramide des libertés personnelles, je la range bien en dessous de celle d'aller et venir ou de celle de travailler. Donc, on voit bien qu'il y a cet exercice de proportionnalité que bon nombre d'entre nous font de manière extrêmement éclairée et de manière assez simple, en se rendant compte qu'il y a un ratio coût et bénéfice. Oui, il y a un coût, puisque le coût, ça peut être que la donnée peut fuiter, ça arrive, il y a des erreurs, il y a des choses la donnée peut faire des erreurs. On sait que, par exemple, en reconnaissance d'image, on a des faux positifs et des faux négatifs, sans aucun doute. Donc, il ne faut pas nier le fait qu'il y a possiblement des coûts, mais que face à ces coûts, les bénéfices sont bien plus grands que les coûts. Et donc, une fois qu'on explique ça, chacun est conscient des limites de la technologie. La technologie n'est pas omnisciente, elle n'est pas omnipotente. Donc la question, c'est de pouvoir faire cette analyse. Et je vais prendre encore une fois l'exemple de la reconnaissance faciale temps réel, qui est pour moi un débat important, puisqu'il est aujourd'hui, ce dispositif a été expérimenté dans des pays extrêmement démocratiques que sont la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc, on ne parle pas de pays qui sont soumis à un joug dictatorial. La Nouvelle-Zélande est le 4e pays le plus démocratique au monde selon le classement de The Economist, bien loin devant la France. Ces pays-là testent cette technologie-là. Et encore une fois, c'est ce que j'expliquais récemment dans un débat face à un directeur d'une association très en pointe contre ces sujets. Je l'expliquais, vous devriez être pour l'expérimentation. Si jamais elle échoue, vous aurez des arguments factuels pour pouvoir dire que ça ne marche pas et que vous pourrez vous opposer réellement. Aujourd'hui, vous vous opposez d'un point de vue qui confine à un point de vue moraliste, c'est-à-dire que vous dites que c'est pas bien par nature, sans qu'il y ait réellement quelque chose qui permette de le justifier. Et donc, c'est pour ça que voilà, moi j'ai une position qui est une position plutôt de dire expérimentons, collectons, et puis à partir de ça, voyons les cas d'usage qui pourraient survenir. Encore une fois, et je reprends celui-ci, même si je n'en fais pas une obsession, mais je pense que ce sera celui qui percera dans les prochains mois. Reconnaître en temps réel quelqu'un dans les transports en commun, on n'a fait que le début du chemin. C'est-à-dire qu'on n'a pas résolu la question de ce qu'il y avait derrière. Une fois qu'on a que quelque part dans le poste de sécurité urbaine à biper le fait d'avoir reconnu quelqu'un, que ce soit Laurent Noca, Alexandre Missoff ou quelqu'un d'autre, l'opérateur qui est derrière son écran, il n'a
opérer aucune action correctrice. Donc tout le débat n'est pas tellement de savoir si, une fois qu'on a repéré, c'est quel type d'action correctrice, une fois qu'on a mis en place ce mécanisme qui permet de repérer des comportements, par exemple, ou des personnes jugées dangereuses, comment on met en place des mécanismes correcteurs. Alexandre parlait tout à l'heure des bagages abandonnés. La doctrine qui est au moins aussi importante, c'est une fois qu'on les a repérés, que fait-on? Que fait-on une fois qu'on les repère? Est-ce qu'on les fait de toute façon quand même exploser? Est-ce qu'on les récupère? Est-ce qu'on sait que si la personne qui l'a déposé n'est pas dans telle base de données, finalement, on peut le conserver? Si elle était dans telle base de données, on le fait sauter d'office. Enfin bref, il y a tout un ensemble de gouvernance à partir de ça, des actions correctrices, qui me semble un débat beaucoup plus profond et beaucoup plus important que celui de simplement de savoir si c'est bien ou mal de collecter de la donnée. En soi, ce n'est ni bien ni mal. Alors, Abdelaziz, je parle à l'expert. Est-ce que toutes ces données doivent être mises en open data? Je pose cette question justement parce que je pousse encore plus loin le raisonnement. Est-ce que tout doit être ouvert finalement pour que… Je dirais c'est la cible. Aujourd'hui, ce que, en tout cas, la circulaire du Premier ministre pousse de manière sous-jacente, c'est cette open data généralisée. Sauf que l'open data généralisée aujourd'hui nécessite un certain nombre je dirais, de prérequis. Et aujourd'hui, ce qui manque, en tout cas dans la démarche telle qu'elle a été imposée dans le débat public par le Premier ministre, c'est cette gouvernance dont parlait Robin, dont parlait Alexandre. Et aujourd'hui, on est vraiment au démarrage de la stratégie, je dirais, interministérielle sur l'open data et sur tout le reste. Mais effectivement, c'est la cible. Et cette gouvernance, pour nous, elle doit d'abord poser le cadre organisationnel, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est ses rôles et ses responsabilités. Donc, un chef data officer, je dirais, central, qui anime toute l'organisation ministérielle, les organismes, les agences de l'État, etc. Puisque si on doit généraliser, il faut vraiment que tout le monde pousse la donnée et la pousse dans un cadre qui permet en tout cas la corrélation, qui permet le croisement et qui permet la construction de cas d'usage à valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, l'open data existe, la Poste met à disposition des publics des données depuis 7-8 ans, mais l'utilisation est faible. Beaucoup de ministères poussent également l'information, la SNCF pousse l'information, mais on n'en fait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il manque ce cadre qui permet de croiser et de rapprocher la donnée. Aujourd'hui, quand vous prenez un silo de manière unitaire, il n'apporte pas beaucoup de valeur. On peut en faire des initiatives, mais c'est pas énorme. Mais quand demain, vous mettez la consommation électrique, la fluidité, l'accidentologie, vous croisez ça avec les données de santé, vous croisez ça avec des informations sur les consommations, etc. Là, on a quelque chose qui peut donner des résultats intéressants. Et on commence à avoir cette logique puisque aujourd'hui, on sait que la circulaire du Premier ministre va être poussée par un certain nombre de projets, d'appels à projets qui vont installer cette organisation, définir les rôles et les responsabilités, définir le cadre réglementaire qui collecte quoi, quand, etc. et sur quelle durée, tout ce que Robin a évoqué. Et puis, on a également les administrateurs. Aujourd'hui, qui va administrer l'information? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est des opérateurs de l'État? Est-ce que c'est des privés? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque dans les open data, on a également tout ce que demain les ARS, les agences régionales de santé et les hôpitaux, la PHP, etc. peuvent aussi pousser comme information. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Est-ce que la certification HDS suffit ou pas? Est-ce que à la RGPD et à la réglementation qui aujourd'hui est en vigueur en France, on rajoute autre chose parce qu'on a quand même des
demain, on peut, parce que dans l'open data, on peut également aller sur des choses beaucoup plus personnelles, la banque, l'assurance, etc. Et certains pays du Nord le font aussi. Donc voilà, on est pour moi au début de l'aventure. Il y avait plein d'expérimentations, plein d'initiatives à l'échelle de la commune, à l'échelle de certains ministères, etc. Mais pour aller dans une démarche d'open data pour l'ensemble des composantes, qu'elles soient ministérielles, agences de l'État, certains privés, certains semi-publics, etc. Il faut un cadre global. Et le cadre global aujourd'hui, on ne l'a pas encore. On démarre. On a vraiment le cadre qui a été posé par le Premier ministre le mois d'avril. Et là, il faut vraiment mettre en place toute la suite et sur laquelle aujourd'hui, il reste encore beaucoup de briques à installer et surtout à communiquer autour du projet. Parce qu'on l'a évoqué au début des échanges, il faut une vraie conduite du changement parce qu'on est encore au démarrage, mais il faut absolument sensibiliser les acteurs publics et le citoyen et revenir à cet échange qui peut donner le meilleur. Hein. Donc, Robin a évoqué certains pays très démocratiques et aujourd'hui, je pense qu'en France, il y aura toujours des tentatives de dérive, il y aura toujours des écarts, etc. Mais je pense que le cadre, s'il est clarifié, il pourra quand même aider à sortir des choses très intéressantes. Abdelaziz, je vais poursuivre. Si Robin a écrit le livre qui va nous faire aimer la surveillance, vous, Abdelaziz, parlez-nous des bâtiments, des immeubles qui vont nous faire aimer les data. En d'autres mots, en quoi vous rendez les immeubles plus intelligents? Peut-on vraiment épargner de l'argent en ayant un immeuble intelligent et comment cela peut rentrer dans les politiques que les collectivités ou que des projets tels que portés par Alexandre, comment ça peut rentrer dedans? Écoutez, aujourd'hui, le bâtiment connecté est une composante majeure. On le voit à Dubaï, on le voit à Singapour, on le voit un peu partout. En France, donc on est pays jacobin, centralisé. On a une réglementation assez stricte. On n'aime pas construire verticalement. Mais je pense que les pays qui n'ont pas cet historique avec ses plus et ses moins, mais je pense qu'on a fait beaucoup plus. Haussmann et les frères Perrer ont fait énormément de choses pour la France. Mais aujourd'hui, je pense que les pays qui accélèrent, en tout cas, si on doit rester sur la thématique de Smart Cities, c'est évidemment les pays où le Smart Building est en train d'accélérer et aujourd'hui, les Smart Buildings peuvent être en tout cas l'élément de base qui accélère la démarche, puisque par essence, aujourd'hui, ces buildings sont livrés avec un nombre infini de dispositifs. Donc, récemment, il y avait une étude américaine sortie sur le sujet. Tous les buildings livrés sur les 5 dernières années intègrent à minima une centaine de dispositifs de surveillance, de maintenance, tous les cas d'usage, je dirais, que beaucoup de communes ont construit les 5 dernières années, aujourd'hui sont intégrés de manière native dans le projet. Et ça peut être une accélération puisque le smart building est lié aussi aux différents réseaux de la ville, que ce soit la consommation d'énergie, que ce soit la fluidité des transports, que ce soit les places de parking, que ce soit la surveillance, les taux d'occupation, etc., sans parler de tout ce qui est aujourd'hui relève des évidences, les contrôles de température, de l'humidité, de consommation diverses et variées dans l'immeuble. Voilà. Très bien, merci pour ces éléments. Je vais en profiter pour vous poser les questions que nos invités nous ont posées. Et notamment, je vais commencer par M. Antoine Izarn, qui est directeur marketing chez Xilabs, qui nous dit, Antoine nous dit, les données de jeux géolocalisées peuvent-elles être utiles à une Smart City? Les données de jeux géolocalisées. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est tout ce que proposent des plateformes comme
Waze, comme Google, etc., intègrent cette dimension. Et aujourd'hui, il suffit juste de se mettre autour d'une table pour faire de l'idéation et sortir avec des cas d'usage, mais toutes les informations aujourd'hui peuvent apporter de la valeur. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais toute donnée a sa part de valeur dans une réflexion globale, puisqu'aujourd'hui, ce qui fait la richesse de ces dispositifs, c'est l'intégration de plus de variables. Aujourd'hui, une IA, une intelligence artificielle ou un algo qui est basé sur 100 variables apporte beaucoup plus de valeur qu'une IA basée sur une vingtaine. Et plus on en a de la donnée, mais la difficulté qu'on a toujours, c'est la corrélation, c'est l'interopérabilité des systèmes, et c'est ce que doit résoudre en tout cas toutes les startups qui aujourd'hui opèrent sur ce segment-là et qui apportent beaucoup de solutions. Merci Abdelaziz. Romain Garnavo, gérant de l'atelier conseil, nous alerte une nouvelle fois en nous disant mais comment sont appréhendées actuellement les menaces liées aux opportunités et de piratage. Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un danger? Nous demande Romain Garnavo. Non, il y a, comme toute infrastructure, une infrastructure de données est soumise à des risques qui vont du piratage, du vol, de la malveillance. Quand vous donnez accès, on l'a vu récemment, quand vous donnez accès à des fichiers de police à un fonctionnaire qui est malhonnête, il peut revendre une partie de données auxquelles il a accès sur Internet. La question, encore une fois, c'est est-ce que les infrastructures de données présenteront jamais ces menaces-là? C'est faux. Elles présenteront toujours ces menaces-là. Quelle est la mission du législateur et de l'opérateur de ces données? C'est d'en minimiser le plus possible les risques. Et en minimiser le plus possible les risques, ça passe par un renforcement évidemment de la cybersécurité, ça passe par une décentralisation et une redondance des systèmes d'information. Et pour moi, ça passe aussi par le rôle croissant de l'État dans la tenue de ces données. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a les données de 200 000 personnes qui ont été testées, qui ont fuité en décembre dernier de laboratoires. Pourquoi? Parce que ces données étaient conservées dans des laboratoires d'analyse médicale, qui sont des laboratoires qui ont des moyens, somme toute, réduits, et donc qui n'ont pas la capacité de créer une barrière, ou en tout cas une protection de la donnée, de la même manière que peut le faire un data hub de santé à l'échelle de l'État, qui, lui, va multiplier les protections pour étaler la donnée. Et donc, dans un système d'information, c'est dans un système d'infrastructure normale, mais c'est encore plus vrai dans un système d'information, on pénètre par le point le moins bien protégé. Et donc, si on confie trop si on n'est pas capable de se dire qu'à un moment, la donnée doit être recentralisée au niveau de l'État, ou en tout cas confiée à l'acteur qui a la plus grande capacité à protéger l'information, on a des risques que cette information soit mal utilisée. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que on prend toujours, on stigmatise, ou on monte du doigt toujours ces risques-là quand ces données qui proviennent des autorités publiques, quand c'est des données qu'on consent librement à concéder à des applications pour le moins douteuses, personne ne lève le doigt. Je prends l'exemple de FaceApp. FaceApp qui a collecté plusieurs dizaines de millions de photos. C'était l'application qui permettait de faire vieillir son visage en accéléré. Application qui est une application basée à Moscou, dont vous avez, pour les gens qui ont fait ce petit jeu-là, concédé l'usage exclusif de votre photo avec des droits à vie sur l'image que vous avez envoyée à Moscou. Donc, encore une fois, on montre du doigt effectivement les échecs ou les limites, et elles arriveront, et il y en aura toujours de la part des autorités publiques dans la conservation de la donnée, pendant que nous-mêmes avons des comportements vis-à-vis de la donnée beaucoup plus laxistes. Merci Robin, j'ignorais l'anecdote sur FaceApp. Antoine Izarn, vous vouliez prendre la parole peut-être? Votre micro est désactivé. Oui, merci. Bonjour. Alors, en fait, je remercie Abdelaziz Joudar de sa réponse. Ma question, c'était que par rapport à des plateformes comme Waze ou Google Maps, il y a quand même toujours une difficulté pour une institution et une ville en particulier
c'est que évidemment, elle ne maîtrise pas ces univers. C'est dans le sens où le trajet que Google Maps ou que Waze va vous proposer, étonnamment, vous fait passer devant un McDo. Vous voyez, donc donc il y a quand même une propriété qui échappe finalement au domaine public. Et si on ne fait pas refaire finalement cet univers graphique, ou si on ne maîtrise pas, je veux dire, ces trajets, ces nouveaux trajets qui sont proposés, eh bien en fait, on laisse les flux appartenir à des grands opérateurs. Et en fait, on ne maîtrise plus, d'une certaine façon, la direction de ces flux. Entièrement d'accord avec vous, mais ces plateformes aujourd'hui, si je dois faire une réponse basico-basique, vivent de ces retours publicitaires, à moins que demain l'État mette en place un service comme Waze, ce qui demande certainement quelques dizaines de milliards, parce que quand on voit l'investissement qui a été fait pour sortir une plateforme de cette nature, c'est impressionnant. Mais effectivement, si on doit utiliser Waze, je dirais la contrepartie, c'est d'accepter de faire figurer sur son écran un logo McDo ou autre. Malheureusement, c'est le revers, je dirais, de l'utilisation. Nous sommes le produit sur Waze. Maintenant, est-ce que l'État peut exiger une utilisation saine de ces informations? Oui, même s'ils sont aujourd'hui installés sur des plateformes très, très éloignées, on a la possibilité, à travers des API, à travers un certain nombre de dispositifs, d'avoir une utilisation correcte de ces informations-là. Et aujourd'hui, on voit la réglementation, non seulement elle est européenne, mais elle va progresser. Et je suis sûr que les 5 prochaines années, on va assister à l'émergence d'un minimum d'informations, peut-être à minima dans les pays démocratiques, qui pourront, comme on est en train de le faire sur la partie fiscale, on va assister à des avancées sur la partie données personnelles. Mais vous voyez, ce week-end, j'ai affronté les embouteillages, comme vous peut-être, et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une partie du flux qui était dirigée par Waze à la sortie de l'autoroute. Et en fait, il faut quand même se rendre compte qu'il y a peut-être 30% de plusieurs millions en fait de Français qui rentrent en Île-de-France et qui sont guidés par Waze. Et donc, en réalité, le poids, je dirais, d'une ville par rapport à un colosse comme Waze me semble relativement léger. C'est-à-dire, même s'il y a une réflexion, il y a beaucoup de réflexions qui se font toujours dans les institutions européennes et nationales, mais en fait, les prises de décision, elles ont tendance quand même à tarder, alors que les technologies existent et qu'un certain nombre de petites entreprises, de start-up et autres disposent de la technologie et de l'accès d'ailleurs aux satellites. Alors, encore une fois, j'en reviens à la thèse soutenue par Robin, qui explique, hein, je le dis avec mes mots, que tout ça doit être peut-être régulé justement par une entité qui peut-être sera la moins reprochable possible, c'est-à-dire l'État. Et c'est en cela que Robin explique que cette régulation ne va pas nous priver de liberté, mais au contraire va l'optimiser. De la même manière que la notion d'optimisation, c'est bien tout le travail qui est fait par Data Value Consulting, puisque le travail, c'est de valoriser la data et de rendre tout ça possible. Et on arrive à 9h33, donc on va devoir se quitter. C'est évidemment un petit peu dommage. On aimerait encore échanger, notamment Martin Tesconi, ingénieur ville chez Engie, qui nous demandait, mais est-ce qu'on peut imaginer des modèles futurs où les coûts de fonctionnement d'une ville pourraient être imputés de manière différenciée selon les usages de l'espace public par les citoyens? Vrai sujet, Alexandre. Et de la même façon, je vois que vous êtes encore tous très présents alors que l'heure est dépassée, mais je vous invite à retrouver les meilleurs moments de
de notre intervention dans le cadre de Top Management France ou dans le cadre de Data Value Consulting notamment. Vous y retrouverez notamment une très belle intervention qu'Alexandre Missoff a fait il y a plus d'un mois et demi sur le projet du Grand Paris, très érudit sur comment tout ça se construit et où sont les racines. Et enfin, je vous invite à aller consulter l'ouvrage, le dernier essai de Robin Rivaton, qui est sur notre site, qui est vraiment, vous l'avez compris, je suis convaincu. Et je vous invite à aller sur notre site pour aller pouvoir vous l'acquérir. Voilà, je vous remercie à tous. Merci pour votre assiduité sur des questions très intéressantes. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée. Merci Robin, merci Abdelaziz, merci Alexandre. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.